Le pouvoir. Quand on pense à ce mot, on a tout de suite des images bien précises en tête, n'est-ce pas? Des rois sur leur trône, des généraux sur leurs chevaux. Mais et si les véritables leviers du pouvoir, aujourd'hui, étaient devenus complètement invisibles? C'est cette transformation qu'on va explorer. Une sorte de cartographie du pouvoir, des anciennes statues de bronze jusqu'à la bande passante qui tisse la toile de notre monde. Voilà, cette citation, elle résume parfaitement une idée qui a traversé les millénaires. Le monument équestre, c'est vraiment la représentation brute de l'autorité, un symbole de domination que tout le monde peut voir et surtout comprendre instantanément. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est la question qui va nous servir de fil rouge. On va passer ensemble du visible à l'invisible pour essayer de débusquer où se niche vraiment le pouvoir à notre époque. Alors, commençons par le commencement. Ce symbole ultra classique, un homme, un cheval. Qu'est-ce que ça nous dit au fond? Ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point ce symbole est universel. De la Rome antique à la Mongolie d'aujourd'hui, en passant par la France de Louis XIV ou les États-Unis de George Washington. Peu importe la culture ou le régime, les dirigeants ont toujours utilisé cette image pour projeter une puissance absolue. C'est un langage visuel qui traverse les époques. Et la preuve que ce symbole est puissant, c'est que pour contester le pouvoir, on ne s'en prenait pas qu'au palais, on s'en prenait aux statues. Les déboulonner, c'était bien plus qu'un simple acte de vandalisme, c'était un geste symbolique extrêmement fort. C'était faire tomber l'autorité de son piédestal, au sens propre comme au figuré. Et pour vraiment comprendre ce que représente le cheval, rien de mieux que de le comparer à son contraire direct, l'âne. D'un côté, le cheval, la monture des conquérants, des empereurs. De l'autre, l'âne, associé à l'humilité, au peuple. C'est l'anti-pouvoir par excellence. Cette opposition, elle ne fait que renforcer l'idée que le cheval est bien le symbole ultime de la domination. Bon, on a parlé du symbole physique. Maintenant, changeons de registre. Passons à un symbole beaucoup plus conceptuel, la carte géographique. Ça, c'est une idée vraiment fondamentale. On a tendance à penser qu'une carte, c'est objectif, c'est une photo de la réalité. Eh bien, Harley nous dit que pas du tout. Une carte, c'est une construction. Elle est toujours créée dans un but précis. Et ce but, il est très souvent lié à l'exercice du pouvoir. Contrôler un territoire, affirmer sa souveraineté, tout ça passe par la carte. Et c'est là qu'on arrive à ce concept crucial des silences. Le pouvoir d'une carte, il ne se trouve pas seulement dans ce qu'elle montre, mais peut-être encore plus dans ce qu'elle cache, dans ce qu'elle omet volontairement. Effacer un village de la carte, ignorer l'existence d'un peuple, c'est une forme de pouvoir invisible, redoutable. C'est nier une existence, tout simplement. Et si on poussait l'idée encore plus loin, ce concept de pouvoir invisible, il ne s'applique pas qu'aux cartes. En fait, il s'applique à l'ensemble des structures qui organisent nos sociétés. Cette citation le dit très bien. Tout comme les silences sur une carte, beaucoup de règles qui nous gouvernent sont conçues pour être invisibles. Elles fonctionnent en arrière-plan, sans qu'on s'en rende compte, mais elles façonnent nos vies de manière très, très concrète. C'est ce que les théoriciens appellent le pouvoir structurel. On peut le voir sous 3 angles. D'abord, il y a le pouvoir de fixer les règles du jeu. Qui vote? Comment on fait les lois? Ensuite, il y a un pouvoir qui n'est même pas intentionnel. C'est quand un système, sans que personne ne le veuille, crée des inégalités. Et enfin, un pouvoir impersonnel, qui n'appartient à personne en particulier, mais qui est dans les murs, dans le système lui-même. Ok, tout ça nous ramène à notre époque. Si le pouvoir ne se résume plus aux statuts et aux cartes papier, où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui? La réponse, elle est là, dans l'infrastructure de notre monde numérique. Le vrai pouvoir, aujourd'hui, il se cache dans les serveurs, les câbles sous-marins et l'énergie qu'il faut pour faire tourner tout ça. Prenons un cas d'école très actuel pour que ce soit plus clair. L'intelligence artificielle est la relation qui est en train de complètement changer entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Ce chiffre, il parle de lui-même. Près de 15 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite investit des sommes colossales pour devenir un poids lourd de l'IA. On n'est plus seulement dans le pétrole. On est passé aux données et à la puissance de calcul. On assiste à un véritable changement de paradigme. L'ancienne alliance, c'était simple. Je te donne du pétrole, tu m'assures la sécurité. Le nouvel accord, lui, se construit sur la technologie. L'objectif a radicalement changé. Il ne s'agit plus de stabilité énergétique, mais bien de domination computationnelle. Le mot est fort, mais c'est exactement ça. Et pour ça, le royaume a 3 atouts majeurs dans sa manche. Primo, sa géographie. C'est un carrefour naturel pour les flux de données entre 3 continents. Deuxio, l'énergie. Ils en ont à revendre et à bas coût, ce qui est vital pour les data centers. Et tertio, ils investissent massivement dans les câbles et la fibre pour devenir une plaque tournante incontournable. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, la puissance de calcul, c'est le nouveau pétrole. Contrôler l'accès aux puces d'IA les plus performantes, c'est devenu un levier de pouvoir géopolitique aussi important que l'était le contrôle des routes maritimes au siècle dernier. C'est le nouveau nerf de la guerre. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, comment on peut assembler les pièces du puzzle? Quelles leçons peut-on tirer de cette évolution? On peut résumer cette histoire en 3 grandes étapes. Au début, on avait le pouvoir visible, incarné, des statues de bronze.
Ensuite, on est passé au pouvoir conceptuel des cartes qui dessinaient les territoires avec leur fameux silence. Et aujourd'hui, on est entré dans l'ère de l'infrastructure numérique, un pouvoir invisible, diffus, mais absolument partout. Finalement, la nature profonde du pouvoir, elle, n'a pas changé. Il s'agit toujours d'influencer, de contrôler, de façonner le monde. Ce sont juste les outils, les symboles et les structures qui ont été complètement bouleversés. Ce qui nous laisse avec cette question en suspens. Puisque la carte du pouvoir est sans cesse redessinée et que ce pouvoir se cache maintenant dans des algorithmes et des câbles sous-marins, qui sont les grands oubliés? Quels sont les nouveaux silences sur la carte du monde d'aujourd'hui, ceux que peut-être on ne voit pas encore?